Bonjour chers élèves de 3e, j'espère que vous allez bien et que vous êtes épargnés par le méchant virus, vous et tous vos proches. Pour avoir de vos nouvelles, je vais bientôt créer un groupe Discord. Si, riez pas, c'est la vérité. Le thème du cours d'histoire d'aujourd'hui s'intitule La construction européenne. Un cours essentiel, un cours assez complexe, chers élèves. Je vous invite à suivre cette vidéo plusieurs fois pour bien la comprendre. Un thème pas forcément facile, qui rencontre pas forcément vos envies, vos intérêts, vos opinions, mais essentiel pour la construction de votre culture. L'Europe. Alors attention, faites attention à ce mot. Je serais bien que vous suiviez cette vidéo en ayant sous les yeux votre manuel ouvert à la page 245. L'Europe. Ne confondez pas l'Europe, qui est une région du monde, avec l'Union européenne, qui est une association d'États, qui est la principale organisation de l'Europe. Regardez votre livre, page 245. L'Europe n'est pas un continent. C'est la péninsule ouest du continent eurasiatique. Europe plus Asie forment l'Eurasie. Un continent est une énorme masse de terre entourée de mers et d'océans différents. Si vous appliquez cette définition, vous constatez que l'Europe n'est pas un continent. Il y a bien de l'océan au nord, l'océan glacial arctique, il y a bien de l'océan à l'ouest, l'océan Atlantique, il y a bien la mer Méditerranée au sud, mais si je vais jusqu'à la frontière est, pour rencontrer l'océan Pacifique, je suis obligé de franchir une énorme barrière qui coupe la Russie en deux, l'Oural, pour traverser la plaine de Sibérie et aller jusqu'à la frontière est, l'océan Pacifique. Donc l'Europe, à l'est, s'arrête au mont Oural. Les monts Oural sont la chaîne de montagnes qui coupe la Russie en deux. À l'est de l'Oural, je suis en Asie. La Russie est donc à cheval sur l'Europe et l'Asie. À l'est de l'Oural commence l'immense plaine de Sibérie. 13 millions de kilomètres carrés, à peu près, on va dire, 25 fois la France. D'accord ? L'Europe est donc la péninsule ouest du continent eurasiatique. Une péninsule est une avancée de terre dans la mer, une presqu'île. Si vous regardez la carte du monde, l'énorme continent eurasiatique s'enfonce à l'ouest en un triangle, l'Europe. La France est la péninsule ouest de l'Europe. La Bretagne est la péninsule ouest de la France. Donc la France, c'est la péninsule ouest de l'Europe, qui est la péninsule ouest du continent eurasiatique. L'Europe n'est pas un continent. Le mot Europe vient, faisons un peu d'étymologie, du phénicien Eureb, qui veut dire couchant, face au mot Assou, qui veut dire levant. Dans l'histoire, vous connaissez la légende. Europe était la reine de Phénicie. Sa beauté l'a fait remarquer du roi des dieux, Zeus, mais qui se méfiait de sa femme Héra, qui était fort jalouse. Pour la séduire, il a pris la forme d'un taureau, magnifique, et il l'a enlevé. Un de ses descendants, Abadardi, le roi Minos, donnera naissance, bien involontairement, au Minotaure. Vous le voilà pour la légende. Venons-en au thème de notre cours, la construction européenne. L'idée générale, c'est de dire qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe, les États européens décident de s'unir dans une construction progressive pour faire un ensemble plus vaste, pour faire un ensemble plus puissant. Pourquoi ? Oh, regardez la carte. Vous connaissez l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. L'Europe a été ravagée par la Seconde Guerre mondiale. Elle n'existe quasiment plus. Pire que ça, l'Europe était les États les plus puissants jusqu'en 1914. C'est terrible pour un État comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, d'avoir été les leaders du monde et de se retrouver en 1945 éparpillés, démembrés, désarticulés, ruinés, détruits. Il s'agit de réagir. D'autres géants sont en train de naître. Bien sûr, depuis 1914, la suprématie des États-Unis d'Amérique n'est plus à décrire. Vient bien sûr ensuite l'URSS. En attendant d'autres géants, la Chine, l'Inde, pourquoi pas le Brésil et le Canada. Donc pour ces raisons de perte de puissance, certains États européens vont décider de s'unir. Une deuxième raison vient du couple franco-allemand. La France et l'Allemagne sont conscients que leur haine réciproque a été une des causes majeures de 2 guerres mondiales. Il faut coûte que cette malédiction cesse. Il faut coûte que la France et l'Allemagne soient capables de se rapprocher,
soit capable de développer des liens d'amitié, soit capable d'effacer deux épisodes entre guillemets de chat noir qui ont conduit aux deux guerres mondiales. Donc il faut faire le rapprochement franco-allemand. Troisième raison, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, on est dans un contexte de guerre froide. L'Europe de l'Ouest a peur. Elle est face au bloc de l'Est, face au bloc soviétique. Il faut coûte que coûte réussir à s'unir pour faire face à ce bloc de l'Est qui coupe l'Allemagne en deux, qui coupe Berlin en deux. Toutes ces raisons vont créer la construction européenne. Elle va se faire en étapes différentes. Première étape. C'est une étape essentielle, fondamentale. Elle a lieu entre 1950 et 1951. Cette étape porte le nom de la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier. Elle est l'œuvre de 6 États membres. C'est une idée française, allemande, belge, luxembourgeoise et italienne. Dans ces 6 pays, on trouve ce qu'on appelle j'ouvre les guillemets, des pères de l'Europe. Des hommes qui ont connu les guerres. Des hommes qui veulent à tout prix le rapprochement. C'est notamment l'œuvre du chancelier allemand Konrad Adenauer et de 2 Français dont je vous demande de retenir le nom. Le ministre des Affaires étrangères, Robert Schuman, et le haut commissaire au plan, un haut fonctionnaire, Jean Monnet. Jean Monnet, dont vous avez la maison natale à Bazoches, à quelques kilomètres du collège. Jean Monnet qui a donné son nom au lycée de la Queue-les-Yvelines. Ces hommes, coûte que coûte, pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer précédemment, veulent coûte que coûte créer un ensemble plus vaste. En 1951 naît donc la CECA. Qu'est-ce que c'est ? C'est un traité qui est signé à Paris. Que dit-il ? Il met en commun les 2 ressources fondamentales de l'Europe après la guerre. Je veux parler du charbon et de l'acier. On crée une haute autorité commune, on fait circuler dans le territoire de ces 6 États cette ressource stratégique au même prix. C'est un signe de collaboration très forte, très intense. Les 6 États se font confiance pour se reconstruire. On propose la CECA au Royaume-Uni. Elle n'en veut pas. La deuxième étape que je vous demande de retenir, c'est une étape fondamentale. Elle a lieu en mars 1957 par la création au traité de Rome de la CE, Communauté économique européenne. Pardonnez-moi. Les 6 États précédents sont toujours là. La France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg. On propose encore au Royaume-Uni d'adhérer à la CE. Celui-ci refuse, arguant de ses liens très étroits avec les États-Unis et ne se sentant pas très attaché au continent, je mets ce mot entre guillemets, vous savez pourquoi, européen. Que dit la CE ? Alors là, c'est une idée de génie, chers élèves. Le traité de la CE va abaisser, voire supprimer progressivement les droits de douane entre les produits des différents pays. Avant 1957, vous n'auriez vu pas de voiture Fiat italienne en France. Vous n'auriez vu, sauf pour les gens très riches, de Volkswagen ou Mercedes en France. Vous n'auriez pas vu de voiture Peugeot ou Renault en Allemagne. Pourquoi ? Parce que chacun de ces pays mettait des droits de douane. Dès qu'un produit étranger franchissait la frontière, l'État lui mettait un impôt supplémentaire environ de 20% du prix de la valeur, ce qui augmentait considérablement le prix de ces produits, ce qui faisait que le consommateur de chacun de ces pays n'achetait pas étranger. C'était censé protéger le marché national. Mais il y avait 2 gros inconvénients. Ça limitait le commerce ne se développait pas, ça freinait considérablement les exportations et ça freinait aussi et surtout les innovations technologiques. Les entreprises ne faisaient pas de gros efforts. Ils savaient qu'ils avaient ce qu'on peut appeler un marché captif. Les consommateurs de chacun de leurs pays achetaient leurs produits. 1957, CE, on abaisse les droits de douane. Immédiatement, des produits italiens, belges, luxembourgeois, mais surtout allemands arrivent sur le marché français. Mais immédiatement, des produits français arrivent chez les 5 autres. Les droits de douane sont maintenus à l'extérieur des frontières des 6. Immédiatement, l'enrichissement, le commerce se développe dans les 20 prochaines années chez les 6 États membres. Alors, petit à petit, d'autres États vont cogner à la porte. Le Royaume-Uni cogne à la porte. Il voudrait bien rentrer dans la CE. Le général de Gaulle, revenu au pouvoir en 1958, leur dira « Vous n'avez pas voulu adhérer quand on vous a demandé.
moi vivant, vous ne rentrerez pas dans la CE. Il a fallu donc attendre la mort du général de Gaulle en 1970 pour que le Royaume-Uni rentre en 1972 dans la CE. En effet, la CE petit à petit va s'élargir. On parle d'élargissement. Au début on est 6, puis 9, puis 12, puis 15. On a eu des élargissements successifs, chers élèves. On a d'abord élargi aux pays du Nord, Royaume-Uni, Irlande, Danemark, puis aux pays du Sud, Grèce, Portugal, Espagne, puis les derniers rentrants ont été les pays de l'Est. Ça fonctionnait par élargissement successif. Ça a été une immense idée. Le traité de Rome a été un succès foudroyant, même si à l'intérieur de chaque pays, de nombreux partis politiques ont vu la construction européenne d'un mauvais œil. Les communistes en France, les partisans du général de Gaulle, les gaullistes, qui veulent mettre l'État au centre de la nation, qui ont peur que chaque État se dilue à l'intérieur d'un ensemble plus vaste, étaient hostiles à la construction européenne. Ça se comprend. Troisième étape, vous avez connu 1950-1951, vous avez connu 1957 avec la CE. Troisième étape, celle dans laquelle vous vivez, c'est à partir de 1992, la création de l'Union européenne. 1992, au traité de Maastricht, aux Pays-Bas, soit dit en passant, c'est une petite ville des Pays-Bas très célèbre, parce que c'est là qu'est mort, en y faisant le siège, le mousquetaire d'Artagnan, au temps du bon roi Louis XIV. Bref, en 1992, on passe de la CE à l'UE, l'Union européenne. Et là, c'est une toute autre histoire. Il ne s'agit pas de construire une union économique, d'enrichir les pays, mais de construire une puissance, de construire une union politique. On va vers donc plus, peu qui peuvent comprendre ce mot, d'intégration. On va vers donc plus d'union. En 1992, donc, au traité de Maastricht, Pays-Bas, construction d'une autre étape de la construction européenne, construction de l'UE, de l'Union européenne. Alors, plusieurs choses sont à retenir. La première chose, c'est qu'on construit une monnaie commune, l'euro, qui va rentrer progressivement en place à partir de 2002. On va construire surtout une citoyenneté européenne. C'est ça qui est essentiel. Tous les résidents de l'Union européenne qui résident dans un pays de l'Union européenne, qui n'est pas le leur, ont le droit de vote aux élections locales. Exemple, un Allemand, un Espagnol, un Italien ou un Britannique qui vivent en France peuvent élire le maire et le conseiller général. Ils n'ont pas le droit de vote aux élections nationales. Ils ne peuvent pas élire les députés au président de la République. Idem, bien sûr, pour les Français qui vivent en Allemagne. Ça crée une union politique. C'est essentiel. On va créer aussi des institutions judiciaires. On va amplifier le rôle des institutions européennes qui avaient été créées pendant la CE. Pendant la CE, on avait créé le Parlement, l'ensemble des députés européens, qui siègent à Strasbourg. On avait créé le Conseil européen, l'ensemble des chefs d'État, qui siègent à Luxembourg. Ces deux institutions majeures, plus la Commission, vont voir leur pouvoir renforcé. On va créer aussi, surtout, un espace total, complet, de libre-échange, de libre circulation, qui existait déjà depuis la CE, mais il va être considérablement renforcé. De libre circulation des marchandises, des capitaux et des hommes. Et là, c'est un des principaux reproches que vont faire certains pays de l'Union européenne. L'Union européenne est passée, jusqu'à sa plus grosse amplitude, jusqu'à 28 États membres. Et comme vous ne l'ignorez pas, entre 2016 et 2020, l'Union européenne a perdu un membre majeur. La deuxième économie de l'Union, le Royaume-Uni. De nos jours, on est passé à 27. Pourquoi ? C'est qu'à l'intérieur de l'Union européenne, il y avait une association de pays qui respectaient la libre circulation des migrants. On appelle ça l'espace Schengen. Même si le Royaume-Uni n'adhérait pas à l'espace Schengen, il était obligé, par les conventions qu'il avait signées, d'accueillir de nombreux migrants. Et le Royaume-Uni, voulant redevenir maître de sa politique migratoire, a décidé de sortir de l'Union européenne. C'est un coup majeur contre l'Union européenne, contre la construction. En effet,
L'Union européenne a de nombreux handicaps, chers élèves. Primo, il n'y a pas une langue. Il y a 13 langues officielles à l'intérieur de l'Union européenne. Secondo, on n'a pas d'armée de l'Union européenne. On a un Eurocorps et une brigade franco-allemande, mais de vous à moi assez peu efficace sur le plan militaire. Il n'y a pas de président de l'Union européenne. On n'a pas de siège permanent au Conseil de sécurité. Ça fait beaucoup de faiblesses et beaucoup de défauts pour créer une puissance. Beaucoup d'États aussi n'ont pas envie de donner plus de puissance à l'Union européenne. Les États européens ont été forgés par l'histoire. Ils ont beaucoup d'autonomie. Il y a peu de points communs finalement entre un Anglais, un Allemand, un Français, un Espagnol, un Italien. Il faudra du temps pour créer une Union européenne. De nos jours, l'Union européenne reste à 27, dans un pays d'incertitude, submergé par un monde multipolaire. Le pôle américain, le pôle russe, le pôle chinois, menacé aussi gangréné par la menace terroriste. Il vous reste à écrire la suite de l'Union européenne. Je pense, comme beaucoup, qu'on n'a pas d'autre choix que de créer une instance supérieure, une instance européenne. Peut-être, quand vous serez adulte, élirez-vous, je le souhaite, le président de l'Union européenne. Vous ferez le choix. Préférerez-vous élire un Allemand qui a vos mêmes idées, plutôt que d'élire un Français qui n'a pas les mêmes idées que vous? Je vous dis à bientôt.